la typologie des crises financières. Donc, 4 grands types de crises. On a les crises monétaires ou les crises de change. Alors là, c'est tout simplement l'effondrement de la valeur d'une monnaie par rapport à d'autres. Éventuellement, ça peut se traduire aussi par la surévaluation d'une monnaie par rapport à d'autres. Est-ce qu'on a connu ce type de crise monétaire? Oui, je vous parlais tout à l'heure de la crise asiatique, avec le décrochage du baht thaïlandais, mais aussi d'autres monnaies régionales. On a parlé aussi à d'autres occasions, quand on a travaillé sur le système monétaire européen, de la crise des monnaies européennes en 92-93, juste avant qu'on passe à la mise en œuvre de l'euro. On a une très très grave crise en Europe, avec la sortie notamment de la livre sterling, de la pesetas, du système monétaire européen. Donc on a eu effectivement un certain nombre de crises monétaires depuis quelques décennies. On a les crises bancaires. Alors, la crise des subprimes a débouché à un moment donné de son histoire sur une crise bancaire. Mais c'était pas le dernier maillon de la crise. C'était le deuxième, en fait. On avait une crise immobilière, puis une crise bancaire dans l'histoire de la crise des subprimes. Alors, les crises bancaires, elles sont de deux natures, qui sont, à mon avis, très liées. Vous avez la crise de liquidité, c'est-à-dire que ce sont les phénomènes de crédit crunch. La liquidité devient rare et plus personne ne se prête. Et donc, on assèche l'économie de possibilités de financement. Très très grave, parce que ça détruit les processus de croissance. On est un petit peu, d'ailleurs, toujours dans ce phénomène-là. Vous savez que les banques ont des difficultés en Occident, en France en particulier. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles vont mal. Ça veut dire qu'elles sont confrontées à de graves problèmes. Je suis sûr qu'elles vont arriver à résoudre ces problèmes, parce que les banques françaises sont des banques qui sont extrêmement solides d'un point de vue international, mais elles ont un certain nombre de chantiers, la recapitalisation, les nouvelles normes financières imposées par les accords de Bâle III, etc., qui font qu'il faut vraiment qu'elles mettent de l'argent, qu'elles trouvent de l'argent, quoi. Et puis en même temps, les banques européennes, elles sont prises dans le financement des dettes publiques européennes. Donc elles ont en portefeuille des titres. On ne sait pas trop comment ça va finir. Vous avez tous entendu parler de la restructuration de la dette grecque, où les créanciers ont perdu plus de 50% de la valeur de ce qu'ils avaient prêté. C'est qui les créanciers? Pour l'essentiel, ce sont des banques européennes. Donc, les banques, elles avaient à leur bilan pour, 50 milliards de titres grecs, et bien maintenant, il n'y en a plus que pour 25, quoi. C'est ça que ça veut dire, concrètement. Donc, il y a des manques à gagner, il faut retrouver des ressources financières. Donc, aujourd'hui, on sait, lisez un peu la presse, et vous verrez qu'il y a des problèmes de financement d'entreprises extrêmement importants. Il y a des tensions aussi pour financer les crédits immobiliers ou les crédits à la consommation des ménages. Donc, on est dans une crise de liquidité, toujours. Même si elle est un peu plus atténuée que ce qu'elle avait été en 2009. Crise de solvabilité, c'est plus grave, mais généralement, on va passer d'une crise de liquidité à une crise de solvabilité, c'est qu'on n'est plus capable de rembourser ses dettes. La Grèce, c'est une crise de solvabilité, si vous voulez. Alors, généralement, on en parle pour les banques. Mais là, on peut en parler pour un pays. Un pays qui n'a plus la capacité à rembourser ses dettes. Donc, vous comprenez la suite, à qui on ne prête plus. Donc, il y a un effet boule de neige entre solvabilité et liquidité. Alors, ensuite, on a les crises financières, plus classiques. Celle de 29 était la première du genre, enfin, d'une telle importance en tous les cas. C'est l'effondrement des bourses de valeur. Bon, pour différentes raisons. Alors, celles-là, elles sont aussi près de l'économie réelle, puisque qu'est-ce qui est coté et qui cherche des financements à la bourse? Ce sont les entreprises. Donc, ce sont les entreprises, évidemment, qui vont souffrir de ce type de crise. Mais on peut ajouter à tout cela
Puisque je vous ai dit, dans le système financier, s'échangent des supports extrêmement divers, eh bien, on peut y rajouter des autres actifs dits spéculatifs, par exemple les matières premières. Donc, voilà, on pourrait y ajouter le pétrole, si on voulait, et surtout ce type d'actifs comme l'immobilier. D'accord ? Je vous parlais tout à l'heure du taux d'épargne des Français, qui était proche de 18%. Quelle est l'explication principale de ce phénomène ? Est-ce que les Français épargnent parce qu'ils ont peur de l'avenir ? La réponse est non. Les Français épargnent parce qu'il y a des tensions sur le crédit à la consommation. Et donc, demain, pour financer des biens durables, il faudra plus compter sur ses fonds propres que sur l'avance du banquier. Et il semblerait que les Français aient intégré ça dans leur manière de gérer leurs ressources. Mais surtout, c'est que les crédits immobiliers des Français, alors quand on rembourse le capital sur un crédit immobilier, en fait, c'est considéré comme de l'épargne. C'est normal. C'est de l'épargne après coup. On a eu le bien avant d'avoir épargné. Donc après, le financement du bien, c'est considéré comme l'épargne. Pas les frais financiers, pas les intérêts, mais le remboursement du capital. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a pas eu de crise immobilière en France encore. Il n'y a pas eu de dégonflement des prix de l'immobilier. Donc, l'immobilier est de plus en plus cher. Donc, ça correspond à des crédits de plus en plus élevés. Ce que l'on vit là, c'est tout simplement l'expression du remboursement de biens immobiliers qui sont de plus en plus coûteux par les Français. Et techniquement, ça fait monter le taux d'épargne. Donc, on voit aussi que, effectivement, les actifs immobiliers ont une influence très importante. C'est, après tout, l'origine de la crise des subprimes, tout simplement. C'est un dérèglement sur le marché immobilier qui va provoquer... alors, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi une innovation financière, etc. Mais c'est le terrain, en tous les cas, de la crise des subprimes. Donc, il faut aussi tenir compte de ce qui se passe sur les autres actifs spéculatifs. Alors, un aspect dont on ne parle jamais, et il va falloir développer toute une théorie, parce qu'elle n'est pas prévue, cette théorie. On a beaucoup parlé au moment de la crise financière en Europe, de l'endettement des États, etc. Mais pour certains pays, ce n'est pas les États qui posent un problème. Pour certains pays, c'est l'économie qui est endettée. Alors, assez peu les entreprises, curieusement. Et il est normal que les entreprises soient endettées. Mais je parle des ménages. En Angleterre, en Espagne, le problème, c'est essentiellement l'endettement des ménages. Là aussi, lié aux valeurs exorbitantes de l'immobilier. Donc, attention, solvabilité publique et privée. Solvabilité publique, on l'a compris. La Grèce, aujourd'hui, avant les plans de recapitalisation et de restructuration de la dette, était un pays insolvable. Et un pays insolvable qui a quand même failli coûter le devenir de la zone euro. Donc c'est aussi à prendre en compte que ces crises de solvabilité publique et privée. Enfin, toutes ces crises peuvent s'interconnecter, évidemment, et contaminer l'économie réelle. Puisque, au bout du bout, il y a la nécessité, de toute façon, de financer des entreprises. Et que, comme ces crises, elles remettent en cause, si vous voulez, la structure des patrimoines des ménages. Vous avez un patrimoine d'action, il y a une crise financière, évidemment, votre richesse s'effondre. Et on sait très bien que quand la richesse des ménages s'effondre, je ne parle pas de leurs revenus, je parle de la richesse totale, c'est-à-dire de leur patrimoine, c'est-à-dire de leurs revenus futurs. Eh bien, ces ménages-là consomment moins. Donc on voit, évidemment, comment ça peut se répercuter sur l'économie réelle. Alors, quelle est l'histoire récente des crises financières ? Vous allez voir que finalement, on ne va pas s'ennuyer depuis une vingtaine d'années. D'abord, en ce qui concerne les crises monétaires, alors on a la crise monétaire du SME en 1992, où la spéculation internationale se déchaîne pour que les monnaies faibles du système monétaire européen décrochent. En 94-95, on a une crise du peso mexicain, liée à un problème économique avec les États-Unis essentiellement. En 97, c'est ce qu'on appelle la crise asiatique, qui commence par la crise du baht thaïlandais,
et toutes les monnaies asiatiques vont être dévaluées, avec derrière des cracks sur les marchés financiers. La crise russe en 98, la crise brésilienne en 98-99, la crise turque en 2001 et la crise du peso argentin en 2001-2002. Alors, on remarquera quand même que dans les crises monétaires, eh bien, l'essentiel est lié aux pays émergents, hein, et qu'il y a assez peu, voire pas du tout, mis à part la crise du SMA en 92, il y a assez peu donc de puissances développées qui participent à ces crises monétaires. Donc, c'est quand même dans cette dimension-là que les crises financières sont les plus nombreuses depuis les années 90. Alors ensuite, on a les crises boursières. Alors les crises boursières, eh bien, il y a le gros krach boursier de 1987, qui était un krach extrêmement important. Ensuite, on a eu l'éclatement de la bulle Internet, et notamment avec l'effondrement aux États-Unis du Nasdaq, qui est réservé aux valeurs technologiques. Donc éclatement de cette bulle Internet entre 2000 et 2003. Alors en fait, il a fallu attendre 2003 pour que le marché commence à se retourner. C'est quand même quelque chose qui a duré plus de 3 ans. C'est un dysfonctionnement relativement important. Et puis, bien évidemment, le krach des marchés financiers en 2008 et 2009. Alors apparemment, il y a une légère reprise. Bon, est-ce que c'est un palier dans la crise ou est-ce que c'est effectivement un inversement de tendance? Il est peut-être trop tôt pour le dire, mais n'oubliez pas que les marchés financiers ont perdu jusqu'à 60% de la valeur de leur capitalisation moyenne, ce qui est énorme en termes d'importance de crash. Donc les crises boursières, et là qui touchent plus volontiers évidemment les pays développés, puisque les marchés financiers les plus développés se trouvent aux États-Unis et en Europe, au Japon, donc dans le monde développé d'une manière générale. Alors les crises bancaires, qu'elles soient de liquidité ou de solvabilité, maintenant, dernier aspect de ces crises. Alors en 1986, on remonte un peu plus loin, il y a une crise des caisses d'épargne américaines, où je ne sais plus combien, mais il me semble 7 ou 8 caisses d'épargne disparaissent, et donc l'épargne des épargnants américains avec. Là, l'État n'a rien garanti du tout. Ensuite, en Europe du Nord, en Norvège et dans les pays scandinaves, en 87, une crise bancaire importante. En 1991, il y a la faillite d'une banque, je crois, qui est d'origine des pays du Golfe, la BCCI, une banque extrêmement importante qui, en fait, est impliquée dans les paradis fiscaux. Et il y a des enquêtes qui vont être faites dessus et qui blanchit de l'argent sale. Enfin, bref, faillite de cette banque extrêmement importante. Faillite de la Barings en 1995, liée à l'intervention malencontreuse d'un trader, le Jérôme Kerviel de l'époque. Sauf que là, ça a créé quand même la faillite de la banque, Barings, en 1995. Faillite du fonds spéculatif américain LTCM en 2007. Et faillite et difficultés bancaires liées aux subprimes en 2007. Et là, je n'énumère pas parce qu'il y a plus d'une dizaine de banques au niveau mondial qui ont tremblé. Quand je dis trembler, c'est une petite expression, suite effectivement à l'effondrement des crédits subprimes. Donc on le voit quand même, ces crises-là sont des crises de solvabilité, le plus souvent, la dernière effectivement étant à la fois une crise de solvabilité et une crise de liquidité. Donc on le voit quand même une multiplication. Alors là, contrairement à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les crises monétaires, eh bien, les crises bancaires impliquent plus directement le monde développé. Donc, on le voit, multiplication des crises financières, des crises systémiques sur ces 20 dernières années, c'est incontestable.